À la une de l'actualité de ce samedi 13 avril 2019, la crise du foncier urbain et cette poussée de tension au quartier Garguin de Ouagadougou. On a frôlé les affrontements entre forces de l'ordre et population. Les résidents des zones non loties sont très remontés. Ils ont été réveillés tôt ce matin et soumis de déguerpir. Retour des vieux démons à l'éducation nationale. La coordination nationale des syndicats de l'éducation annonce une grève le 18 avril prochain. Elle accuse le gouvernement de ne pas respecter ses engagements dans le protocole d'accord. Une question dans ce 19h30. Opération Otapoinou, couvre-feu. Comment les populations de l'Est vivent cette réalité sécuritaire? Nous sommes allés à leur rencontre. La réponse dans un instant. Voici donc pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette question pour ouvrir ce journal. Faut-il parler d'échec des négociations dans la crise de l'éducation 2 mois après la suspension de leur mouvement qui avait entraîné l'arrêt des évaluations dans les écoles? Les travailleurs de ce secteur montent au créneau accusant le gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements dans le protocole d'accord. La CNCE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, reprend ses protestations. Tout commence par une grève de 24 heures le 18 avril prochain. Kwame Vidapa. Des problèmes. Au regard de ce qui précède, la CNSE a déposé auprès du secrétaire général du gouvernement le 3 avril 2019 un préavis de grève appelant l'ensemble des travailleurs de l'éducation et de la recherche à observer un arrêt de travail de 24 heures le jeudi 18 avril 2019 de 0 heure à 24 heures. Une grève qui devrait être ponctuée de marche-meeting. Cette décision, la coalition nationale des syndicats de l'éducation la justifie par le fait que le gouvernement n'ait pas respecté tout ou une partie de ses engagements notifiés dans une correspondance du 29 janvier dernier. L'un d'entre eux, et de loin le point central, serait la finalisation du projet du statut valorisant et son introduction au Conseil des ministres, promise au plus tard fin février 2019. Le contenu du statut n'est jusque-là pas arrêté et visiblement, le gouvernement n'est pas dans une logique d'en faire un statut véritablement valorisant. D'ailleurs, notre dernière correspondance adressée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 26 mars 2019, pour une reprise et une finalisation des travaux sur le statut valorisant, n'a reçu de réaction que le 9 avril 2019, sans aucune réponse aux questions soulevées et ne précisant aucune date pour la finalisation des travaux sur le statut. Si le statut valorisé est au point mort, la question concernant l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octroi d'une bonification d'échelon a quant à elle connu quelques avancées. Des avancées jugées encore trop timides à en croire les chiffres donnés par la CNSE. Le 27 mars 2019, la partie syndicale représentée au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du protocole apprenait de sources gouvernementales que seulement 12 982 sur 100 114 ont constaté l'incidence financière de la bonification d'échelon en fin mars 2019, soit environ 12,5%. Même constat en ce qui concerne la correction des indemnités. Indemnité de logement, effectif potentiel, 66 055. Total bénéficiaire en fin mars, 39 768. Indemnité spécifique, effectif potentiel, 74 509. 45 688 ont pu constater ont eu une constatation financière de cette indemnité. Des statistiques qui indiquent selon la CNSE qu'il y a beaucoup à faire et que le gouvernement serait dans le dilatoire. C'est au nom de ces mêmes motifs que la CNSE avait déclenché un mouvement ayant entraîné pendant plusieurs mois la suspension des évaluations dans les écoles primaires et secondaires et le non-traitement des dossiers des examens de concours. Des examens de concours de fin d'année qui pourraient ne pas avoir lieu si les choses ne s'accélèrent pas, a menacé la CNSE.
En début de semaine, ils avaient envahi le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour demander à être situés sur leur sort. Ce samedi, la tension est montée d'un cran au quartier Garguin de Ouagadougou. Les résidents des zones non loties ont manifesté leur colère sur la route nationale numéro 6, non loin du centre hospitalier universitaire de Tenganogo. Ils disent avoir été réveillés ce matin par des forces de l'ordre venues les déloger. Rémi Lambert-Nébier pour les explications. La tension avait déjà baissé à notre arrivée dans le quartier Garguin de Ouagadougou. Mais selon les témoignages sur place, on a frôlé un affrontement entre les forces de l'ordre et les habitants de cette zone non lotie. Ils auraient été alertés aux environs de 6 heures par l'arrivée d'un convoi de forces de l'ordre. Menacés de déguerpissement par la société immobilière BTM, les habitants affirment s'être dressés sur leur passage avec les moyens de bord. Il nous avait prévenu qu'il allait nous surprendre pour démolir nos maisons. Donc, quand nous avons vu venir les forces de l'ordre, nous leur avons barré la voie. Lorsqu'ils nous ont vus, celui qui dirigeait le convoi a refusé d'avancer. Et l'un d'entre eux lui a donné l'ordre d'avancer. Il a refusé et il est venu le remplacer au volant. Donc il a foncé sur nous et c'est ainsi qu'il a fracturé le pied d'un de nos camarades. Remontés, nous avons commencé à leur jeter des pierres. Les gendarmes ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Ces photos et vidéos amateurs que nous avons pu recueillir sur place attestent la scène relatée. Selon toujours les témoignages, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et celui de la Sécurité seraient venus immédiatement sur les lieux pour calmer les esprits. Il est venu, il s'est frayé un passage au milieu de la foule pour nous demander pardon. Il a dit qu'ils ont été surpris de l'intervention des forces de l'ordre. Il nous a rassuré qu'on ne verra plus jamais la gendarmerie à nos portes jusqu'à ce que nous soyons relogés sur un autre site. Les habitants de Garguin ne cachent pas leur intention de porter plainte contre X pour les 2 blessés enregistrés. Mais nous sommes déçus de l'attitude des forces de l'ordre. Elles ont osé foncer sur nous. Mais nous allons porter plainte. On ne peut pas tolérer ça. Le lundi 8 avril dernier, ces mêmes habitants avaient envahi l'enceinte du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour faire part au ministre Dieudonné Bonanné de leur inquiétude sur les menaces de déguerpissement dont ils font l'objet. 48 heures pour dénoncer le terrorisme et l'impérialisme. Entre les deux, il y a un lien. Le CEDAIP, le comité de défense des acquis de l'insurrection populaire, en est convaincu. L'enjeu serait le pillage des ressources naturelles des pays africains. Les 48 heures de dénonciation ont débuté ce matin. Arsène Konitamde. Du point de vue du comité de défense des acquis de l'insurrection populaire, il existe un lien étroit entre impérialisme et terrorisme. De l'Afghanistan, en passant par la Libye jusqu'au Mali, le constat reste le même. Selon le CEDAIP, les puissances étrangères suscitent et arment les terroristes afin de servir leurs intérêts. Et pendant que les pays attaqués s'efforcent à riposter, les puissances impérialistes siphonnent en toute impunité les matières premières sous le couvert de la coopération militaire. Et cela se manifeste par vraiment la présence des bases militaires étrangères, notamment françaises et américaines dans notre pays. Et donc, les guerres qui se mènent un peu partout dans la bande sahélo-saharienne sont des guerres fabriquées par l'impérialisme qui utilise justement ces terroristes, ces djihadistes et autres-là comme des outils, des instruments pour défendre, comme je l'ai dit, leurs intérêts économiques, géostratégiques, etc. En plus de s'accaparer les ressources naturelles, d'autres motivations animent les puissances impérialistes. Elles seraient en plus guidées par leur volonté hégémonique qui consiste à répandre un peu partout leurs valeurs. De l'avis du CEDAIP, il serait difficile de sortir individuellement de ce joug. Il invite donc les populations à la prise de conscience et à la lutte organisée. Si le peuple prend conscience des causes et des conséquences actuelles du terrorisme, il peut trouver les voies idéales
pour vaincre le terrorisme, et cette voie, de notre point de vue, c'est la lutte pour l'émancipation nationale et sociale, c'est la lutte pour une véritable indépendance. Vous verrez que les pays qui sont indépendants sont des pays où le terrorisme ne peut pas prospérer parce que ce sont des pays qui sont libres de concevoir des politiques, de mettre des modèles de développement en œuvre sur la base des aspirations et des intérêts des peuples. Cette première journée d'activité a aussi été marquée par un tournoi de football opposant plusieurs équipes des arrondissements 1 et 2 de Ouagadougou. Les 48 heures de dénonciation de l'impérialisme et du terrorisme se poursuivent le dimanche 14 avril avec un autre meeting et un concert. Le terrorisme dénoncé à Ouagadougou. Sur le terrain à l'est du pays, l'opération au Tapuanou fait des résultats selon le bilan dressé hier à Fadangourma par le commandement militaire. Comment les populations de la localité vivent cette réalité sécuritaire? Ils sont sous régime couvre-feu depuis le 7 mars dernier. Les propos sont recueillis par Rémi Lambert-Nebier. Depuis qu'ils sont arrivés, bon, on n'entend plus des attaques ici et là. Et que, en tout cas, l'opération Tapuanou nous a permis, en tout cas, de circuler là où on ne pouvait pas avoir accès. C'est du bon travail. Mais vraiment, il y a certains endroits où ils nettoient, croyant que c'est des djihadistes, pourtant ce n'est pas des djihadistes. Donc c'est ça qu'on déplore. Hormis ça, bon, on s'est dit qu'une fois que la personne est prévenue, on vous a dit de quitter la zone. Si vous restez dans la zone, bon, vous ne pouvez plus dire que les désagréments là, ça, bon, on ne fera que subir. Parce qu'une fois que vous êtes informé, vous devrez quitter les lieux et puis les laisser faire leur travail. Okay. Si vous ne quittez pas, bon, c'est à vos risques et périls que vous restez là-bas. Nous aimerions qu'on mette fin au couvre-feu, mais à condition qu'on ait la certitude que les terroristes sont tous hors d'état de nuire. Dans le cas contraire, nous sommes prêts à tout supporter. On n'entend plus parler des attaques à gauche, à droite. En tout cas, ça va. On pleurait pour nos commerçants qui vendaient la nuit. Par la grâce de Dieu, ils ont prolongé les heures. En tout cas, ça va. Maintenant, bon, on a peur à ce qu'on cesse le couvre-feu. Parce qu'après le 20, on ne sait pas ce qui peut venir demain. Maintenant, c'est ça, nous, on a peur. Après, ils n'ont pas aller au-delà de 22 heures pour maintenir toujours le couvre-feu. Sinon, c'est pas sûr qu'après le couvre-feu, ça va nous arranger. Les bandits, eux aussi, ils ont entendu parler que c'est chaud. Ils peuvent se calmer. Après, savoir ce qu'eux, ils peuvent faire. Maintenant, nous sentons un apaisement. Alors, même si on prolonge le couvre-feu, ça ne nous dérange guère. Ce que nous voulons, c'est la paix. Actuellement, nous pensons que ça ralentit l'économie, mais une chose est sûre, c'est la paix qui conditionne tout le reste. Alors, nous gardons patience. Dans le secteur des transports, c'est la désunion au sein de l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, après la sortie mardi d'un groupe qui assume le mouvement d'humeur et s'oppose à la probable nomination de Issoufou Maïga à la tête de la fêtière des transporteurs. Ce samedi, c'est un autre groupe qui se signale, il se démarque des premiers et parle des manipulations. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Rémi Lambert-Nebier. C'est une autre branche des chauffeurs routiers qui livre son son de cloche sur le mouvement d'humeur des 2 et 3 avril dernier. La coalition burkindi des chauffeurs routiers dénonce une probable manipulation d'une partie de leurs camarades. Nous partageons la souffrance de nos collègues qui ont des difficultés pour acheminer les produits au Burkina. Mais la question est que est-ce que c'est Maïga qui est à la base de ça? Ça existe il y a très longtemps avant Maïga. Maintenant qu'on ne manipule pas nos collègues, qu'ils n'acceptent pas cette manipulation-là, je ne sais pas de qui, pour revendiquer des droits qui ne... Je ne sais pas, qui n'a pas de sens. Sinon, quel est le parc automobile du Burkina Faso, hein? Il y a plus de 30 et quelques mille camions. Maïga n'a même pas les 1/3 de ces camions. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que si Maïga peut empêcher un chauffeur de charger son camion pour... Non, mais... Écoutez, ce n'est pas fondé. Pour la coalition, la mise en place de la fêtière va plutôt résoudre en partie leurs problèmes. La création de la fêtière va permettre d'assurer une gestion autonome et transparente du fret
au niveau des ports. La coalition pour Kindi des chauffeurs routiers invite leurs camarades à faire un front commun autour des véritables préoccupations de leur profession, à savoir l'augmentation de leur salaire, l'affiliation à la CNSS et la lutte contre les tracasseries routières. Les maires des communes minières, eux, font front commun. Ils en ont ras-le-bol, exaspérés par la non-opérationnalisation du Fonds minier de développement local mis en place en 2015. Mais jusque-là, rien de concret pour les communes. Le réseau national des maires des communes minières en veut surtout au gouvernement. Sandrine Zougouri. Au lieu de constituer des sources de revenus conséquentes pour elles, les sites miniers ont plutôt accentué la pauvreté et la souffrance des populations dans les communes qui les abritent. C'est le constat du réseau national des maires des communes minières. Et comme solution à cette situation, le réseau demande l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Les maires des communes minières et les populations respectives exigent ce qui suit. L'opérationnalisation rapide du Fonds minier de développement local et la mise à disposition des ressources de ces fonds pour accélérer l'exécution des plans communaux de développement. Le paiement intégral des sommes dues par chaque société minière soumise à la contribution au Fonds minier de développement local. Le paiement intégral des sommes dues par l'État au titre du Fonds minier de développement local. Il en résulte que les maires des communes minières rejettent toute idée de déduction d'un montant quelconque pour les motifs que les sociétés minières auraient fait des investissements dans les communes dans la période de 2015 à 2019. Pour le réseau, la non-application du fonds minier est à mettre sur le dos du gouvernement qui ne jouerait pas franc jeu. Ce qui bloque le fonds minier aujourd'hui, c'est d'une part, la responsabilité, elle est partagée. Il y a la volonté des miniers, certes, il y a la volonté aussi politique de notre gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi, elle est une loi burkinabé. Ça veut dire que le gouvernement est le garant de cette loi-là. Et elle devait prendre toutes les mesures nécessaires afin que les miniers puissent payer ces fonds. Parce qu'aujourd'hui, malgré les différentes concertations, l'État ne fait que passer. La loi a été votée en 2015. Ça fait 4 années déjà qu'on a perdu. Les textes d'application, si vous prenez le décret d'application, a été adopté en 2017. 2017 à aujourd'hui, nous avons 2 années écoulées. Autre point très important dénoncé ici par le réseau national des maires de communes minières, c'est la question de la sécurité. Et l'enlèvement du maire de Marcoy en est l'illustration. Pour le cas de Marcoy, en octobre 2018, pendant que son chauffeur venait pour le chercher, ils ont subi en tout cas une attaque. On a tiré sur le véhicule. Par chance, le chauffeur n'a pas été atteint. Au même endroit, comment se fait-il qu'on puisse encore enlever le maire? Est-ce que cette personne-là a besoin de demander une escorte ou bien des garde-corps? Ça devait être automatique, systématique de la part de l'État. Mais c'est des questions qui ont été posées à qui de droit. Aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas forcément la faute du maire, ce n'est pas son imprudence, mais c'est l'inaction à un certain degré. Après cette conférence de presse, le réseau national des maires de communes minières ne compte pas s'arrêter là. Si rien n'est fait dans les jours à venir, de nouvelles mesures seront prises afin d'obtenir gain de cause. Les communes minières qui doivent pouvoir développer de l'expertise en matière d'offres de services au profit des sociétés minières, c'est une véritable source de revenus, mais hélas, peu d'entreprises locales saisissent l'opportunité. Burkina Networking et la Chambre des mines du Burkina Faso renforcent les capacités de ces fournisseurs. Question de leur permettre de mieux répondre aux besoins des sociétés minières. Justin Dabiré. Fourniture locale de biens et services aux mines, opportunités et défis pour les zones minières de l'ouest du Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient cette rencontre d'échange entre les sociétés minières et les entreprises locales de Bobo-Dioulasso. Selon les résultats des recherches géologiques, le sous-sol minier de certaines parties du Burkina Faso, comme la ceinture Banfora, Oundé et Boromo, regorge un important potentiel minier dont l'exploitation devrait participer à la création des richesses. Le partage d'expérience avec les fournisseurs locaux des autres sociétés minières constitue l'objet de cette rencontre d'échange initiée par Burkina Networking en partenariat avec la Chambre des mines. C'est du partage d'expérience parce que nous avons des fournisseurs locaux des autres sociétés minières qui sont là dans les stands qui ont été exposés. Ils vont partager leurs expériences.
avec justement les futurs fournisseurs locaux de la région de Bobo. Là, on a voulu vraiment se focaliser dans l'Ouest parce que vraiment les fournisseurs locaux de l'Ouest manquent de renforcement de capacité. Et nous avons un cabinet qui est là justement, KRD, qui est en train de mobiliser des ressources pour tout ce qui est renforcement de capacité. Présenter l'analyse des écarts entre les besoins du secteur des mines et les capacités des fournisseurs locaux est l'un des principaux objectifs de cette rencontre. À l'issue de ce cadre d'échange, les sociétés minières invitées présenteront les initiatives qu'elles ont développées pour promouvoir la fourniture locale. Pour Issa Dominique Konaté, cette rencontre va renforcer les relations entre les investisseurs et les miniers. Cette initiative est nécessairement la bienvenue. Elle vient en écho en fait à un engagement très fort au niveau politique pour son excellence le président du Faso à placer la promotion de l'activité minière comme un des leviers du développement de ce pays. Et pour que cela puisse arriver, il faut que les relations entre les investisseurs, les miniers et les tissus économiques locaux soient bien développés. Des expositions de biens de fourniture minière étaient au rendez-vous de cette rencontre. Des rencontres d'échange qui ont permis aux participants de partager leur expérience. C'est vraiment des opportunités qu'on attendait, puisque c'est comme si on fait une grande activité autant, mais on paraît être enclavé. Et il n'y a pas d'issue, surtout qu'il y a la concurrence qui est là aussi. Cette rencontre d'échange initiée par Burkina Networking sera une source de motivation pour ces fournisseurs locaux. Elle leur permettra également de redoubler d'efforts pour répondre aux différentes attentes des sociétés minières disponibles au Burkina. Voilà, Burkina Networking et la Chambre des mines du Burkina qui renforce donc les capacités des fournisseurs locaux. Le constat est établi et il fait mal. La campagne cotonnière 2018-2019 a enregistré une baisse de 29% de production par rapport à la campagne précédente. Sur 8000 tonnes de coton graines attendues, seulement 436 000 tonnes ont été récoltées. Conséquence, le Burkina Faso dégringole au classement africain. Le pays est désormais à la 4e place sur le continent. Aléas climatiques, pression parasitaire, mouvement de boycott par les producteurs. Voici les raisons de cette contre-performance. L'AICB, l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso, pose le diagnostic et annonce des mesures incitatives. Roméo Kuita. De 731 192 tonnes lors de la campagne 2017-2018, la campagne cotonnière 2018-2019 est passée à 436 000 tonnes, soit une baisse de 29%. Une contre-performance provoquée par 3 facteurs essentiels, selon l'AICB, l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina. Les facteurs explicatifs de cette contre-performance sont essentiellement le climat qui a été caractérisé cette année, à la fois par des épisodes secs et des inondations, par des mouvements de boycott et de contestation dans certaines zones qui ont entraîné des pertes d'emblavure estimé à environ 200 000 hectares, et également la pression parasitaire. En ce qui concerne le boycott, des producteurs de la région cotonnière du Kénédougou ont accusé l'interprofession de mauvaise gestion des 14 621 millions de francs CFA octroyés par l'État et destinés à la subvention des intrants et à l'appurement des impayés internes. Sur cet aspect, l'AICB parle plutôt d'incompréhension. Au niveau du Kénédougou, ils ont estimé que la filière donc, a fait la même basse sur les 9 milliards 614 millions de francs, alors que les 9 milliards 614 millions de francs étaient destinés aux intrants et les 5 milliards à l'appurement des impayés internes. Donc c'est cette confusion-là qui a conduit donc les producteurs du Kénédougou à envisager donc de faire des sacrifices pour interdire donc aux producteurs la production cotonnière dans cette zone. Conséquence directe de cette contre-performance, le Burkina Faso passe de la 2e place à la 4e place des pays producteurs de coton en Afrique. Le Bénin fera autour de 675 000 tonnes de coton, donc qui passe vraiment premier producteur africain. Le Mali, qui est à côté de nous, va passer 2e. La Côte d'Ivoire
Bon, ce n'est pas encore fini aussi, mais la Côte d'Ivoire est déjà à 455 000 tonnes de coton. Et donc sur le plan africain, le Burkina va maintenant se classer 4e position, puisque on a indiqué ce matin que nous avons 436 000 tonnes de coton attendues donc sur l'ensemble du pays. Pour redonner au pays ses lettres de noblesse, l'interprofession dit avoir adopté des mesures incitatives pour répondre aux attentes des producteurs. Il s'agit de la réduction du prix de cession des intrants. Le sac de 50 kg de l'engrais passe désormais de 15 000 francs à 14 000 francs CFA. Le prix d'achat du kilogramme du coton graine a aussi subi une hausse de 15 francs CFA. On le rappelle bien, c'est un prix plancher, c'est un prix minimum garanti. Quelle que soit la situation, on ne payera pas le coton au Burkina l'année prochaine à moins de 265. Si ce n'est pas plus, ça ne peut pas être à moins de 265. L'autre mesure incitative, c'est l'appui à l'appurement des impayés internes de la campagne écoulée 2018-2019, ce qui devrait contribuer à améliorer les revenus des producteurs et dans le même temps les motiver dans l'optique d'une relance de la filière coton, espère l'association interprofessionnelle du coton du Burkina. Le problème du coton burkinabé, c'est aussi la transformation sur place. Un véritable défi pour le gouvernement burkinabé. Dans le privé, on veut jouer sa partition, notamment dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires. La Sofato, la société Faso Tomate, pourrait bientôt voir le jour. Ce sont de jeunes burkinabés regroupés au sein de l'AGCEB, l'amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs du Burkina, qui portent ce projet basé sur l'actionnariat populaire. L'heure est à la mobilisation des ressources nécessaires et tout se passe comme prévu. La société Faso Tomate va mettre sur le marché ses premières boîtes de concentré de tomates au plus tard le 1er février 2020. Walia Caroline Yoda. Face à la presse, ce 11 avril, l'amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs du Burkina procède au lancement de la souscription au projet Sofato, entendez Société Faso Tomate. Ligne de financement choisie, l'actionnariat populaire. C'est un modèle de logique que nous on a vu à l'extérieur, que nous on veut copier. Vu que l'aide au développement se raréfie, vu que les banques même aujourd'hui refusent, pour ne pas dire refusent, d'accompagner nos projets porteurs, il faut que nous on trouve une solution pour s'accompagner. Et l'actionnariat populaire, c'est le premier projet qu'on veut expérimenter. Si c'est un grand succès, il y aurait un second projet. Tout en sachant qu'il y a un projet innovant, porteur d'emploi, va passer par l'actionnariat populaire pour que nous on puisse développer ce pays industriellement afin de relever le PIB. Sofato est une société anonyme au capital d'1,7 milliard de francs CFA. Un capital social ouvert à la souscription publique à travers donc l'actionnariat populaire. 340 000 actions au total sont disponibles et le coût d'une action s'élève à 5 000 francs CFA. On sait qu'au minimum, on aura minimum 500 actionnaires. Donc c'est populaire. Et quand c'est populaire comme ça, tout le monde va consommer. Et on va minimiser le coût de production. C'est-à-dire que si on n'aurait pas les jeunes ici, le coût de production qui est élevé et on ne s'en sort pas. Donc quand c'est populaire, on est trop décadent là-dessus. Il y a une commission qui va siéger, qui va hebdomadairement livrer des rapports pour ne pas qu'on prenne des risques. Parce que quand c'est un produit populaire, il faut veiller au grain pour que la chose soit vraiment bien faite. L'usine de Sofato sera implantée à Yako dans le Passoré. Spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la tomate, la société prévoit le traitement de près de 90 tonnes de tomates par jour. Une vraie révolution à entendre les promoteurs. Il y aura aussi ce que nous appelons le panier de la ménagère. Aujourd'hui, nos mamans partent au marché, s'aligner à terre pour ramasser de la tomate et puis souvent on touche voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Sofato aura une chaîne qui va directement depuis l'usine mettre la tomate fraîche, pas concentrée, dans des paniers bien encerclés et bien colorés avec la couleur, tout bien garni, dans un panier qui sera vendu à un prix accessible à tout le monde. Projet innovant mais surtout patriotique, Sofato entend accompagner les producteurs en vue de l'accroissement de leur production et de son écoulement sur le territoire national. La société compte également créer 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Chiffre d'affaires prévisionnel, 1,8 milliard de francs CFA pour la première année.
Voilà, un projet ambitieux de jeunesse. Terminons ce journal par le premier congrès du district 403A3 du Lions Club. Il réunit du beau monde à Ouagadougou autour du thème « Lionisme au Burkina Faso, engagement et défis du district 403A3 ». Les images et le commentaire sont signés Alfred Thuy. 11 avril 2019, la date est historique, l'instant solennel. Il se tient à Ouagadougou, Burkina Faso, le tout premier congrès du district 403A3 du Lions Club, un district autonome né de l'ambition des Lions d'Afrique et ceux du Burkina Faso en particulier de prendre leur destin en main. Bravo pour votre générosité dans les efforts de tous les jours pendant les préparatifs. Bravo pour votre solidarité dans la mobilisation pour la réussite de ce rendez-vous. Bravo pour vos actions multiples et multiformes afin qu'advienne ce jour tant attendu. District pays, le district 403A3 compte près de 1300 membres, constituant 49 clubs Lions et 33 Léo clubs. Et devant ce parterre d'hommes et de femmes qui ont fait du don de soi un sacerdoce, l'orateur du board, le passe directeur international Alexis Vincent Gomez se livre à un discours sur l'essence même du léonisme. Notre devise qui est servir, nous servons qui? L'autre. Qui est l'autre? C'est votre prochain. Mais qui est ce prochain? C'est celui-là dont le Créateur vous demande de l'aimer. En résumé, aimez-vous les uns les autres. Avant lui, c'est le président d'honneur Lassine Diawara qui a rendu un hommage à ceux dont l'action a permis la création du district 403A3. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour rendre hommage à ces valeureux amis Lions gouverneurs qui m'ont succédé. Ils ont su porter haut les couleurs des Lions du Burkina en Afrique et dans le monde. Ils se sont toujours montrés des fervents défenseurs des intérêts du lionisme et ont contribué à la création de notre beau et merveilleux district, le district 403A3. Lionisme au Burkina Faso, engagement et défi du district 403A3, c'est le thème de ce premier congrès placé sous le parrainage du chef de l'État. C'est un thème fortement interpellateur, en ce sens qu'il pose la problématique de la contribution future des Lions au devenir de notre nation. C'est une réflexion sur la place qui doit être désormais la vôtre dans votre pays et au sein de l'association dans les mois et années à venir. Ce premier congrès du district 403A3 se tient du 11 au 13 avril. Il est ponctué par plusieurs activités dont des conférences, une parade, l'élection et l'investiture du gouverneur élu et une soirée gala. Voilà, fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, Rihanna Tawina sera là pour Chibaï Wakato, le JT Moré. Demain, 10h30, l'équipe du dimanche vous retrouve pour le 7 Info. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.